Omi maman Jani, elle a tout kodonga dake. Papa yamba yamba, ouais qu'elle est honorable. Il a beaucoup songa. Papa yemwe, wadi yemwe, waile yemwe, papa yoko. Papa honorable, yamba on a papa choqué. Dola bengue. Toke nyangomelo. Toke nyangomelo, mawata sa papa honorable choqué. Ewo ko. Papa yamba. Eto dako to kato dako to. Tondako lo keko kime to pato kolengela. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train d'attendre votre émission Vision panafricaine. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons inviter notre complice de tous les jours, Monsieur Yamba Choukou Oto Konda Penengongo Lutete. C'est donc avec lui que nous allons devoir partager les moments forts de notre émission d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je ne serai pas avec lui au plateau. Il sera avec mon confrère, Monsieur Kabeya de CCTV, avec qui il a vraiment discuté sur un certain nombre de choses concernant la Renaissance africaine. Et donc c'était dans le cadre de l'émission Synopsis qu'il a eu à être reçu par M. Kabeya. Et c'est ça que nous allons devoir vous relayer aujourd'hui. Et donc je vous demande de suivre Yamba Choukou Oto Konda Penengongo Lutete avec M. Kabeya dans le cadre de l'émission Synopsis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Synopsis, ce magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Pourquoi l'Afrique ne se développe toujours pas malgré les indépendances de la plupart acquises en 1960, malgré les processus de démocratisation? Vraiment, la question mérite d'être posée, car lorsqu'on observe aujourd'hui la scène politique africaine, on constate avec effroi que la médiocrité n'épargne aucun État. Elle se manifeste plutôt notamment à travers le fait que l'alternance au pouvoir n'est pas ressentie ici comme une véritable nécessité. Ainsi, malgré la libération du processus de démocratisation à l'échelle mondiale, l'Afrique semble toujours se complaire dans une sorte de médiocrité institutionnalisée, une médiocrité qui s'observe à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est cette médiocrité érigée en système de gouvernement que nous avons baptisé médiocratie. Par médiocratie, il faudrait donc attendre le règne de petit, du dérisoire, de l'à peu près, de l'insignifiant, du minime, bref, de médiocre. Est-ce que c'est la nouvelle vision panafricaine qui viendra pour sauver l'Afrique, enfin de sortir du gouffre? En tout cas, notre invité va tenter de répondre. Il est l'initiateur de cette vision panafricaine. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba, dont nous avons l'estime, honneur de recevoir au cours de cette émission. Bonsoir, M. Norbert Yamba. Bonsoir. M. Norbert Yamba, d'entrée de jeu, les navires Afrique est aujourd'hui en déroute plus que jamais. Pauvreté, peine, douleur, misère du peuple. Les voiles sont déchirés et on a jeté par-dessus bord toutes les cargaisons et les agrès des navires. Que faut-il faire pour éviter un naufrage certain afin de sauver l'Afrique? Ben, écoutez, l'Afrique, c'est notre mère patrie. Aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique, c'est notre continent. Mais
l'Afrique à principe a été un seul pays qui était indivisible. On appelait à l'époque Kamite ou Kémite. Kémite simplement parce que ça signifiait un langage de l'Égypte antique qui était fondamentalement noir. Noir, c'est-à-dire le pays des Noirs. Quand les Grecs sont venus, quand il y a eu des envahisseurs, etc., bon, finalement, on nous a amené le concept d'Afrique. Mais croyez-moi, le peuple noir d'Afrique, c'est la première race qui a existé dans le monde. 100 000 ans, la première race et l'unique race qui a résisté pendant 100 000 ans sans qu'aucune autre race ne puisse exister. Et donc, toutes les sciences du monde, c'est l'Afrique. Raison pour laquelle, quand 5 siècles avant l'ère chrétienne, l'Afrique est devenue la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance économique, politique et culturelle. Beaucoup de gens, j'allais dire des Occidentaux, qui étaient à l'époque des barbares, venaient en Afrique pour apprendre la science. Parce qu'à l'époque, nous avons été à la base de la médecine dont on parle aujourd'hui. La chirurgie, l'astronomie, la philosophie, l'écriture, la trigonométrie, la géométrie, les mathématiques de manière générale. Vous vous rappelez que même la tablette mathématique dont on utilise actuellement fut découverte en Afrique, notamment à Shango, dans les Kivu, 37 000 ans auprès des pêcheurs. Et donc, l'Afrique a été très, très, très puissante. Mais croyez-moi, tous les intellectuels réputés à l'époque chez les Grecs venaient en Afrique. Thalès, qui est devenu le premier intellectuel occidental, le premier Thalès. Vous vous rappelez du théorème de Thalès? Mais Thalès est venu, il a été formé dans la cour de Pharaon. Pharaon était un roi noir. Pythagore, son élève, qui est venu aussi en Égypte antique, parce qu'on a blanchi l'Égypte, l'Égypte était noire. Et il a fait 22 ans. Il était avec les grands prêtres africains pour apprendre véritablement les mathématiques, etc. Vous avez des gens comme Platon, qui est venu passer 30 ans en Égypte. Mais M. Norbert Yambemba, malgré tout ce que vous venez d'évoquer là, pourquoi l'Afrique continue toujours à offrir au monde un spectacle tout à fait désolant? Et c'est justement ça la question pertinente. Si nous étions puissants, il faut mettre ça dans l'actif d'un processus anthropique. C'est-à-dire chaque chose qui naît, oui, grandit et meurt. Si nous étions puissants, et rien n'est à douter aujourd'hui, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, notre civilisation doit pouvoir disparaître. Et après nous, on a cédé, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Et les Occidentaux ont régné, vous vous rappelez, c'était un apogée même au XXe siècle. Aujourd'hui, ils sont en train de décliner. Le monde est en train de s'effondrer. Le transfert de la puissance est en train d'aller vers l'Asie. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Malaisie, la Corée, du Sud comme du Nord. Vous avez Singapour, donc tous ces dragons et tigres asiatiques. Et la puissance est en train véritablement de se cristalliser chez eux. Rien n'empêche que cette puissance puisse revenir en Afrique. Parce que, regardez, cher Kabila, oui, beaucoup
des futurologues disent que l'Afrique a l'opportunité de devenir la plus grande puissance à la fin du siècle à cause de 3 choses. La première chose, c'est donc la géographie, la superficie, la taille de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Nous sommes suivis par la Russie, qui a 17 millions de kilomètres carrés. Et puis après, vous avez les États-Unis, avec 10 millions de kilomètres carrés. Vous avez la Chine, dans les mêmes proportions, 9,6 millions de kilomètres carrés. Et vous avez l'Inde, qui sont tous des pays continents. Des pays continents. Et donc, cette géographie nous permet, nous, si nous construisons notre paradigme africain, Oui. de pouvoir rebondir. Deuxième chose, il y a les ressources. Nous avons des ressources naturelles, nous avons vraiment beaucoup de ressources. Et ces ressources sont pratiquement à l'état initial. Une étude qui a été faite par François Ndengue sur la place de Paris, c'est un consultant, un cabinet, qui a analysé sur 14 minéraux stratégiques. Il a été démontré que sur les 14, l'Afrique prend la première ou la deuxième position. Dans les 9 minéraux, l'Afrique prend la première position. Et 5 minéraux, deuxième position. Si nous faisons un effort, si nous construisons nos propres sciences, nous pouvons être en mesure de changer le paradigme occidental au paradigme africain qui reste à des rentabilités internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ressources peuvent être exploitées, transformées, commercialisées par nous-mêmes. Nous aurons des richesses additionnelles. Troisième chose, la population. La raison pour laquelle tous les mécanismes aujourd'hui sont mis en place pour nous réduire notre population. Pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, l'Afrique a 1,250 milliard d'habitants. L'Inde a 1,3 milliard d'habitants. La Chine avait 1,4 milliard. Je venais de lire, j'ai trouvé que récemment, avec le système de 2 enfants par famille, parce qu'à un moment donné, l'OMS avait interdit pour que chaque famille chinoise ne puisse pas avoir plus de 2 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,6 milliard. C'est très clair que dans les 30 ans, l'Inde va prendre le dessus sur la Chine. Mais curieusement, l'Afrique, en 2050, va totaliser 2 milliards de personnes. Et en 2100, pour avoir 4 milliards et demi. 4 milliards et demi d'habitants. 2 personnes sur 4 seront africaines, noires. Une personne sur 3 sera africaine. Là, vous prenez même les Maghrébins, etc. Ce qui est plus grave et qui fait craindre l'humanité aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde la population occidentale comme orientale, cette population est en train de vieillir. Aujourd'hui, il y a à peu près 40% des jeunes, 60% des vieux. Et ce qui est un peu plus difficile, et c'est là, justement, que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit chez les Occidentaux, la situation est très 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 difficile. Tous n'ont pas une population active, et c'est très clair qu'il y a la population active qui travaille et qui soutient véritablement la sécurité sociale. Excusez, je termine par là. Oui. Mais les Africains, en 2100, ils auront 60% de la population jeune. À la différence, par exemple, des Asiatiques qui auront 40% des jeunes, 60% des vieux. Et chez nous, nous aurons 60% des jeunes et 40% des vieux. C'est que nous aurons des bras, nous aurons des hommes qui sont capables de travailler. Et lorsqu'on organise notre politique, lorsqu'on organise notre paradigme, nous sommes capables de décider du développement de l'Afrique. Et d'ailleurs aujourd'hui, Oui.
Il est même reconnu, et quand je vis, il y a une littérature abondante qui montre que il y a 77% de jeunes de moins de 35 ans. Donc, nous avons à la fois la taille, la superficie, 30 millions de kilomètres carrés, nous avons des ressources naturelles dont nous prenons la première position, nous avons la population jeune, à la différence d'autres nations, d'autres pays continents. Et donc, si nous nous mettons ensemble, si l'Afrique devient unique, indivisible, parce que l'Afrique était unique, l'Afrique a été divisée à Berlin, sur bas d'une carte mal dessinée, par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Ils nous ont saucissonnés, ils nous ont affaiblis. Et donc, si on s'organise à la fin du siècle, nous serons en mesure véritablement de relever le défi. Beaucoup de futurologues disent que dans 30 ans, l'Afrique va retrouver son modèle. Parce que le modèle que nous utilisons aujourd'hui, c'est un modèle fondamentalement occidental qui est en rentabilité externe. Ils viennent chez nous, ils exploitent nos matières premières, ils prennent ces matières, ils les amènent chez eux, ils créent des usines de transformation et ils les commercialisent, ils créent de l'emploi chez eux, mais chez nous, nous n'avons pas de l'emploi, malgré le gène. Raison pour laquelle il y a des migrations. Mais c'est Norbert Yamba, vous incombez toute la responsabilité aujourd'hui à l'Occident, mais il y a une certaine opinion qui estime que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. On a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats et l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à la base de l'émiettement de l'Afrique. Partagez-vous cet avis? Je n'ai pas bien compris la question. Il y a une certaine opinion qui estime que aujourd'hui, au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. Et on a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats, l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à l'origine de l'émiettement de la société africaine. Qu'en dites-vous? Ça, c'est la littérature occidentale qui documente le paradigme occidental, qui est un paradigme d'excarcération, un paradigme d'emprisonnement de tout un peuple, j'allais dire le peuple africain. Il faut reconnaître que si l'Afrique est tombée, il y a 5 ou 6 choses. Première chose, oui. Je ne reviens pas sur ce qui a été utilisé comme esclavagiste. Nous étions des esclaves. Les Arabes ont commencé l'esclavagisme chez nous au 7e siècle, après Jésus-Christ. Et ce sont des arabo-musulmans qui sont arrivés. Ils ont déporté 8 millions d'Africains. Et lorsque vous arrivez en Turquie, vous arrivez en Iran, en Irak, au Qatar, en Arabie Saoudite, dans tous ces endroits-là, on avait amené les Noirs. Vous vous rappelez le commerce arabo-musulman, etc., des Noirs. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus des Noirs, ceux qui ont été décimés. 14 siècles, 1400 ans. Et quand vous regardez, par exemple, la traite négrière transatlantique chez les Occidentaux, avec la révolution commerciale, ils sont venus chercher des hommes et des femmes parce qu'ils avaient besoin des hommes qui devraient travailler dans les plantations aux Amériques. Et voilà, ils sont venus chez nous. Ils ont déporté 200 à 500 millions de Noirs qui sont allés. Beaucoup sont morts en cours de route. Le professeur Maïbiala, qui est historien, avait démontré que quand vous êtes dans le Congo central, il faut voir les gens. Ils ne sont pas trop gros, ils ne sont pas trop robustes. Parce qu'à l'époque, lorsqu'ils avaient besoin des hommes et des femmes, ils prenaient des gens qui étaient un peu plus robustes. C'est comme ça que vous avez aux États-Unis, on vous dit non, il y a de l'obésité, etc. Beaucoup de gens sont robustes, ils sont gros, simplement parce qu'ils ont été sélectionnés parmi les hommes et les femmes qui affichaient véritablement des caractéristiques d'être robustes et capables de travailler comme des amants de muscles dans les plantations. Et donc, on est allé à 200-500 millions. La femme de Cheikh Anta Diop, qui est professeure de géographie,
avait démontré qu'au XVe siècle, le débit véritablement de la traite négrière, les Africains étaient plus de 800 millions. Donc il n'y avait pas un pays qui était plus. Parce qu'à l'époque, nous étions un seul pays, quoi. Voilà. Et donc, on nous a déportés et cela nous a beaucoup marqué. Deuxième chose, s'ils ont utilisé la traite négrière, il est arrivé à un moment donné où ils ont inventé ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ils ont inventé l'industrie. À partir des États-Unis, ils ont vu que prendre des esclaves, les faire travailler, et surtout qu'il y a industrie, donc il y a moyen de les libérer parce que l'industrie va travailler à la place et on aura à consentir autant de sacrifices. Il faut les libérer. C'est comme ça que vous avez dit, des Noirs qui ont été libérés, certains sont revenus, n'est-ce pas, au Libéria, ils ont créé cet État, etc. Déjà dans les années 1847, on a connu plusieurs pays à l'époque libérés. Et qu'est-ce qu'ils ont résolu? Ils ont dit non, nous avions besoin d'eux pour travailler dans l'implantation. Maintenant que nous avons les industries, nous avons besoin de matières premières. Alors dans tous ces pays-là, on trouve des matières premières, on trouve des ressources naturelles. Il faut donc s'installer. C'est ça la colonisation. Ils se sont installés, ils ont créé des rois tellers, des commissionnaires, des courtiers qui devraient travailler au service véritablement de puissants d'argent. Et c'est comme ça qu'ils nous ont exploités. Je me suis beaucoup, parce que cette histoire-là, il faut la restituer. Oui. Si on ne comprend pas cette histoire, on va toujours commencer à se poser des questions. Oui. Et ils sont restés pendant combien de siècles chez nous? Et puis après, lorsqu'ils ont trouvé que ils avaient sucé nos ressources et qu'ils avaient aussi la responsabilité de construire des routes, de construire des écoles, des hôpitaux, etc. La plupart des bâtiments administratifs relèvent véritablement de la colonisation. Ils ont dit qu'ils étaient en train de dépenser. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été gagnée. Toutes les colonies qui étaient confiées autrefois à l'Allemagne ont été remises à d'autres pays, n'est-ce pas, occidentaux. Mais l'Allemagne qui est rentrée, après la défaite, a reconstitué sa force et a pris de l'avance sur les autres. Raison pour laquelle les autres ont décidé, ils disent, continuez à exploiter, nous aurons un devoir de redevabilité parce que nous devons construire les écoles et les routes, rentrons et cherchons des relais, ce qu'on appelle des héritiers de la colonisation. C'est comme ça que, de tout le temps, on a mis en place la néocolonisation et on a choisi des hommes. Vous ne pouvez pas devenir chef de l'État, vous ne pouvez pas être dirigeant si vous n'êtes pas désigné par les Occidentaux. Mais c'est normal, Yamayama. On oublie trop vite aujourd'hui que la plupart des colonies africaines étaient des colonies d'exploitation et non des colonies de peuplement. Et c'est-à-dire du territoire où il fallait tirer également, je dirais, un maximum de richesses au coût le plus bas. Mais aujourd'hui, la politique, je crois, c'est également une projection et une anticipation de l'avenir. Plus de 50 ans après l'indépendance, qu'est-ce que l'homme africain a fait pour l'émergence de l'Afrique? Mais c'est justement, il faut aller comprendre le processus historique qui nous a affaiblis et qui a caractérisé nos comportements, notre état d'esprit, notre attitude. On a mis la colonisation, après la colonisation, on a mis la néocolonisation, représentée par des héritiers de la colonisation. Et puis après, c'était la guerre froide, où l'Afrique était divisée entre les progressistes et les modérés. Et on ne devait qu'obéir. Vous avez la tentative qui a été faite, déjà au début des années 60, pour que l'Afrique soit remise en scène, pour qu'on puisse constituer, arrêter les divisions, arrêter les saucissonnements, qu'on revienne à un État fédéral d'Afrique. Et ils sont arrivés en 1963, le 25, on a créé l'OIA. Et pourtant, on aurait pu avoir un seul pays. Mais il y a des gens de Morovia, il y a des gens de Casablanca. Les Moraviens, ce sont les gens qui étaient sous l'égide de la France à l'époque, qui, sous l'ordre des Occidentaux, ont refusé qu'on puisse créer un État. Et les gens comme Kwame Nkrumah, les gens comme Modibo Keïta, les gens comme Sékou Touré, etc. Tous ces gens. N'oublions pas le leader charismatique du Congo, Lumumba, à l'époque, déjà dans les années 60, etc. C'était beaucoup investi par rapport à cette question. Et les Occidentaux ont refusé
voyez la tentative aujourd'hui. Kadhafi s'est beaucoup battu pour qu'on puisse créer de l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Oui. Et il a été tué. Il a été tué. Alors maintenant, pourquoi nous ne sommes pas levés? Simplement parce qu'il y a eu une stratégie occidentale qui a utilisé 5 outils. Le premier outil qu'il a utilisé pour nous aliéner, pour nous emprisonner, pour nous coloniser, c'était la religion. Une religion qui relève de la filière abrahamique. Il y a des enfants d'Abraham, vous avez d'une part Isaac et Ismaël, qui viennent en Afrique et qui disent, messieurs, tout le Dieu que vous avez prié, ça ne représente rien. Ce sont des diables. Et donc, suivez-nous et vous verrez Dieu, la voie unique pour voir Dieu. Et pourtant, tous deux sont des fils d'Abraham. Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont totalement tort. Comment? Parce que personne... Est-ce qu'ils ont reçu le fax de Dieu qui leur a dit qu'ils étaient seuls à être envoyés sur la terre pour aider les gens à avancer? Ah mais non, Dieu est juste. Et comme il est juste, il a créé les espaces géographiques. Et chaque espace géographique, il envoie des hommes et des femmes où il se manifeste à travers eux pour apporter véritablement la lumière, pour avoir la torche, de manière à éclairer l'avenir. Mais quand ils sont arrivés, non seulement on nous coupait les bras pour tout celui qui véritablement n'acceptait pas, parce que, croyez-moi, ils avaient des valises, dans ces valises, il y avait des Bibles, et il y avait des Corans, et puis il y a aussi le revolver. Quiconque qui n'acceptait pas était tué. Et tout cela s'apprend simplement parce que, croyez-moi, l'histoire des Constantins le Grand, on connaît que c'était une force d'occupation pour faire obéir aux gens. Ils ont monté, c'est 4 siècles après Jésus-Christ. C'est à 325 que le consul de Nice a été invité, justement pour qu'on puisse réfléchir de manière à pouvoir mettre en place les dispositifs qui créaient la Bible. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas existé. Jésus a existé. Mais le Jésus qui a été utilisé par Constantin le Grand, regardez, Jésus, il est de Nazareth. Mais Constantin le Grand, il est de Rome. Aujourd'hui, le Vatican est à Rome. Mais c'est normal. Comment ça n'est arrivé là? Il ne faut pas oublier que les conciles de Nicée étaient pour établir des dogmes, des credos et des hérésies. Mais cela n'est pas conforme à la Bible, qui est une lumière pour l'homme, pour l'humanité, en fin de compte. On va pas faire cette discussion-là. C'était des questions questionnantes. Mais je voudrais simplement vous dire que Jésus a existé. Jésus, il avait une mission, etc. De la même manière... Mais apparemment, vous niez son existence. Hein? Non. Je n'ai pas nié son existence. Oui. Je dis qu'il est de Nazareth, mais il n'est pas de Rome. Et ce qui s'est passé en Rome, c'est l'incarnation de Constantin le Grand qui se faisait comme Jésus. Au départ, c'était devenu comme un seul homme. Et nous, qui avons vécu 100 000 ans, nous n'avons pas vu Dieu. 100 000 ans. L'Occident est arrivé à 28 000 ans. Et ils viennent nous dire qu'ils ont vu Dieu. Il a une barbe, il est blanc, il a les yeux blancs. Qu'est-ce qui explique tout ça? Les anges blancs, Dieu blanc, les pasteurs blancs, les prêtres blancs et les noirs. On dit non, Cham. Une histoire bizarre. Cela. Et nous avons vécu 100 000 ans, la première race, et même disent que nous sommes les personnes de l'humanité. On nous a roulé fondamentalement sur cette question. Et deuxième chose, l'éducation. Et quand ils sont venus, ils nous ont dit qu'il n'y a que ce qu'ils disent qui est vrai. Ils ont dit qu'ils ont l'idéal civilisationnel. Les valeurs occidentales sont de valeurs universelles. Il n'y en a pas. Chez eux-mêmes, il y a ce qu'on appelle Edgar Morin, juif, français d'origine juive, qui est l'un des contemporains, un savant contemporain, qui parle de la théorie de la complexité. Et Edgar Morin nous dit, aujourd'hui plus que jamais, il n'y a pas un espace géographique, il n'y a pas un peuple qui a une culture universelle ou qui a une civilisation universelle idéale qu'on doit suivre. Chaque peuple a sa manière de vivre, chaque peuple a sa capacité. Je m'excuse beaucoup parce que c'est très pédagogique ce que je suis en train de dire. Oui.
Et alors, si l'Occident nous dit que c'est grâce à lui, grâce à sa vision, grâce à sa culture, etc., c'est qu'il est en train de nous tromper. Et nous avons abandonné tout ce que nous avions. Parce que, croyez-moi, Kabea, il y a différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est une institution humaine qu'on met en place des dogmes, on met en place des usages, on met en place des pratiques, la volonté des hommes. Personne n'a reçu de fax de Dieu pour dire que voilà, faites ceci, faites cela. Mais la spiritualité, c'est le génie de chaque peuple. Chaque peuple, Dieu leur a donné la puissance de maîtriser leur nature naturelle. C'est très important. Et nous avions cette puissance. Raison pour laquelle, quand vous êtes au village, ils aussi, mais le palmier, là, ça produit, du vin. Qui a découvert que le palmier produit du vin? Mais c'est une découverte, c'est scientifique. Dans le même palmier, il y a des noix qui peuvent faire de l'huile. Qui a découvert que les noix là peuvent donner de l'huile? Dans le même noix, il y a ce qu'on appelle le palmiste. Qui a découvert? Mais ce sont des choses scientifiques. Mais M. Norbert Mayamba, je m'excuse. Aujourd'hui, quand il a donné à nos ancêtres la capacité de savoir que telle plante peut guérir telle maladie. Mais c'est une découverte. Qui a donné à nos ancêtres, n'est-ce pas, la force, l'esprit de pouvoir créer du feu? Parce qu'il n'y avait pas des allumettes, les blancs n'étaient pas encore là. Mais en même temps que dans la Bible, Dieu a pourvu une voie pour la guérison. Bien entendu, quelle guérison? Divine. Attention, attention, attention. La religion est une croyance. La croyance n'est pas un savoir. Et la croyance bloque le raisonnement. Raison pour laquelle, vous voyez comment on discute. Vous me prenez là pour un antichrist. Vous me prenez là pour un fou, un occultiste. Et donc, on ne réfléchit pas. Vous dites non, il y a quelqu'un qui avait reçu des fax de Dieu pour leur dire que voilà, j'ai envoyé telle personne à mon nom. Attention, Dieu est juste. Et quand vous arrivez par exemple chez les Asiatiques, est-ce qu'il faut qu'on termine par rapport? S'il vous plaît, vous ne voyez pas qu'il faut avoir cette certitude, disposition de croire et d'affirmer aussi quelque chose sans critique ou discussion. Non, mais écoute, nous avons affirmé, nous avons gobé comme des enfants, nous étions des adolescents retardés, on s'est amusé avec nous, on nous a fait gober n'importe quoi. Et donc nous disons que si quelqu'un prétend qu'il a été envoyé par Dieu, qu'il nous montre le fax que Dieu a envoyé, parce que personne n'a vu Dieu. Alors, quel est le fax qu'il a envoyé pour dire que tel a reçu une mission de ceci? Personne n'a vu Dieu, mais Dieu s'est fait chair et habité parmi nous. Ah, voilà. Mais quand vous allez, par exemple, en Asie, on va vous dire, écoutez, que Dieu s'est fait chair avec Confucius. Quand vous arrivez, par exemple, en Inde, vous êtes en Inde, vous ne voyez même pas ce que disent les Occidentaux. Vous voyez simplement leur marabout, vous voyez simplement leur culture. C'est comme ça que vous voyez les Indiens, ils ont leur Dieu. Et les Chinois, ils ont leur Dieu. Les Coréens, etc. Les Occidentaux, les Latino-Américains, etc. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, mais qui est juste, qui envoie la puissance dans chaque espace, dans chaque peuple, pour que ce peuple ait le génie, ait la spiritualité nécessaire pour transformer la nature naturelle de son environnement. Ça, nous avions ça, mais quand les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont fait croire que ce que nous faisions, nous n'étions qu'en train véritablement d'adorer le diable. La notion du diable n'est pas dans la culture africaine. C'est l'Occident qui nous a amené ça. La notion de l'enfer, ce n'est pas dans la culture africaine. C'est l'Occident qui nous a amené ça pour nous faire peur, comme on nous fait peur avec le coronavirus. Mais c'est Norbert Mayamba. Maintenant, aujourd'hui, pour réhabiliter l'Afrique aux yeux du monde, pour redonner aux Africains un minimum plutôt de respectabilité, vous ne voyez pas qu'il faut commencer par déraciner la médiocrité? Bien entendu, mais la médiocrité, elle a été fabriquée par la vision, la culture que nous avons reçue. Je vous ai toujours dit, cher Kabea, que lorsqu'on dort sur la natte d'autrui, on dort par terre. On ne peut pas se développer avec les valeurs d'autrui.
On ne peut se développer. Donc il faut éviter l'aliénation mentale. Il faut éviter l'aliénation, il faut même couper le cordon ombilical. Parce que non seulement la religion, ils nous ont amené un système éducatif où nous ne sommes que des perroquets, des récitateurs, des répétiteurs. Regardez, vous êtes dans les grandes universités en Occident. Ils ont 3 composantes. Il y a la composante pratique, la composante théorique et la composante spirituelle. C'est la spiritualité qui donne le génie pour qu'on invente la caméra, pour qu'on invente la chaise, pour qu'on invente la table, etc. Mais dans nos écoles, on ne fait que mémoriser. Raison pour laquelle vous avez, quand il y a un problème qui se pose, eh bien, tous nos docteurs qui sont censés être véritablement des chercheurs, écoutez, ils sont incapables de donner un schéma. Parce qu'ils ont simplement bloqué. Et cet enseignement-là occidental, répété, universel, etc., c'est un enseignement qui nous a desservi. Comment l'Occident est arrivé à fabriquer un avion, 50 tonnes, qui défie la loi de pesanteur, et qu'on trouve normal, on dit c'est la science. Or, nous aussi, nous avions des hommes et des femmes qui pouvaient bien voler à l'espace, etc. Mais qu'on a dit, si vous volez, c'est que vous êtes diable. Et quand vous êtes diable, vous serez dans l'enfer. Et tous ont eu peur. Tous ne veulent même pas faire valoir ça. Mais sinon, on aurait des avions même sans carburant. On aurait même des avions sans moteur. Parce que nous avons connu même des sorciers. La sorcellerie, c'est la science. La sorcellerie, c'est la science. Généralement, je connais votre culture. On est dans la coutume. C'est le diable. Ah bon, la coutume. Chaque peuple, quand on apprend la langue. La maman vous montre, vous dites non, c'est le diable. Il n'y a que la coutume occidentale qui est véritablement, celle de Dieu. Mais il faut arrêter ça. Et nous disons que la religion, il faut revisiter. L'éducation, il faut revisiter. L'organisation politique. L'organisation politique. Mais nous avons connu. Mais il faut aussi avoir des relations adultes avec l'Occident. Bien entendu, mais pour avoir des relations adultes avec l'Occident, nous devons nous revenir. Il y a une remise en question. Il faut une remise en question. Le système politique que nous avons connu, quand vous allez chez les Balouba, ils avaient les royaumes, vous allez chez les Bachi dans le Kivu, ils avaient les royaumes, vous avez chez les Bakongo, ils avaient les royaumes, quand vous êtes au Mali, il y a le Banding, vous avez le Molomotapa, Gao, Ghana, etc. Nous avions notre organisation que nous avons fonctionné pendant autant de militaires, les Blancs n'étaient pas encore là. Mais c'est Norbert Yambert. Pourquoi nos chercheurs qui font des recherches ne peuvent pas regarder nos organisations politiques pour qu'ils puissent justement les moderniser, les théoriser et permettre à ce que nous puissions nous en sortir. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Le Mobutu a déclenché le processus démocratique il y a 24 ans, il y a aujourd'hui 30 ans. Et alors, on en est où là? Nulle part. Nulle part. La démocratie, elle est fondamentalement occidentale. Ce n'est pas une valeur africaine. Et cette démocratie occidentale n'est pas la démocratie chinoise. Cette démocratie chinoise n'est pas la démocratie indienne. Chaque peuple doit définir de quelle manière il va vivre, il va gérer, il va organiser sa société. Mais ce sont là ces pénibles réalités qui font dire aux gens que la démocratie ou les démocraties africaines sont des caricatures. Bien entendu, parce que nous sommes dans l'incarcération. Nous avons été incarcérés et on nous a soumis nous sommes dans une prise de soumission où nous ne pouvons pas nous en sortir parce que nous considérons les valeurs occidentales comme un idéal civilisationnel. Il faut donc que les gens réfléchissent. Vous ne pouvez pas avoir des thèses de Torah en philosophie, en politique, en droit, et personne ne connaît notre société. Personne ne connaît notre société. Mais l'Empire Moussi a vécu, il y a même une organisation avec séparation du pouvoir. Pourquoi on ne peut pas réfléchir sur ça pour qu'on fasse la théorie, on modernise ça et que nous puissions appliquer. On nous fait appliquer la démocratie occidentale. Dis m'écoute, mais ça ne donne pas de résultats. Donc aujourd'hui plus que jamais, nous devons véritablement interroger notre environnement, interroger notre nature naturelle, observer ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques et réfléchir dedans et inventer. Mais c'est Norbert Yambert, nos attitudes et celles de nos dirigeants vis-à-vis de la science et de la technique traduisent-elles une réelle compréhension des pensées avec l'Occident? Non, nous sommes foutus. On peut encore faire 500 ans, zéro. On peut en faire 500 ans. Le discours que je tiens là, il y en a combien?
Il y en a combien? Et les gens sont très petits, peut-être de me voir un fou. Je dis, mais Yama m'a dit des choses comme ça, pourquoi? Vous allez voir quelqu'un, il va vous dire, mais je suis pénaliste, je suis constitutionnaliste. Quelle constitution? Lui qui utilise les droits gréco-romains des Occidentaux, il utilise les droits romano-germaniques des Occidentaux. Mais quand vous allez par exemple à l'Équateur, vous allez trouver comment les Bangalas se sont organisés. Quand vous allez chez les Baluba, quand vous allez chez les Bakuba, quand vous allez chez les Bami, dites mais écoute, mais il n'y a pas une organisation. Alors maintenant vous dites pénaliste. Et c'est dans notre coutume. Nous avons vécu des milliers d'années. Est-ce que nous n'avions pas une organisation? Est-ce qu'il n'y a pas l'ordre social? Comment on a survécu pendant tout ce temps? Pourquoi nous n'avons pas disparu? Tous, ils ont souscrit pour des positions intermédiaires. Non! Avant de souscrire pour une position intermédiaire, il faut avoir la fondation, il faut avoir le racinement, il faut avoir le particularisme, il faut avoir la spécificité, il faut avoir l'historicité, il faut avoir sa culture. Et donc, quand on a ses propres valeurs endogènes, à ces moments-là, vous pouvez rencontrer l'autre pour faire un greffage. Mais quand vous vous substituez par les valeurs de l'autre, vous êtes affaibli, vous êtes aliéné, vous êtes emprisonné, vous êtes complètement incarcéré. Et ça, le combat de la nouvelle vision panafricaine, nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Le moment est arrivé pour que nos médecins, comme nous avons une pandémie aujourd'hui, nos médecins, nos pharmaciens, écoutez, réfléchissez, observez notre nature, observez. Nous avons des plantes qui ont des vertiges. Mais il ne faut pas simplement observer, mais il faut théoriser, il faut moderniser, il faut mettre des usines. Le gouvernement de la République doit aider, encourager les gens en ayant des moyens, mettre en place des usines. On aura nos propres produits, nous pouvons les vendre même à l'extérieur. On va nous respecter. Mais si nous allons continuer à bloquer, à mémoriser les chloroquines et les aspirines des Occidentaux, on sera toujours des adolescents retardés. Mais c'est Norbert Yamba. Depuis cela s'ajoute également, en fait, en dépit de ce qui freine le développement de l'Afrique, s'ajoute également les tribalismes. Et le tribalisme a tellement marqué la politique des dirigeants africains, cela a favorisé même l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Et c'est pourquoi je vous ai dit que nous avions notre organisation. À l'époque, il y avait le royaume Cuba, il y avait le royaume je ne sais pas quoi, il y avait. Mais nous avons créé à l'époque ce qu'on a appelé la confédération de royauté. C'était notre sens d'organisation. Il n'y avait pas un problème entre les tribus. C'est l'Occident qui est venu, il dit il faut utiliser ce qu'on appelle la politique d'atomisation sociale. C'est-à-dire il faut diviser pour mieux régner. Et alors maintenant, on a dissous complètement nos royautés au point où nous ne nous retrouvons plus. Aujourd'hui, qui a fait renaître la haine tribale? Mais ce sont les Occidentaux. Regardez, moi je travaille. Les discours incitant à la haine, à la révolte. Oui, mais justement, regardez dans les livres, regardez même les projets que nous faisons. On vous dit remettez le contexte. Si vous voulez intervenir par exemple à l'Équateur, eh bien écoute, il y a combien de tribus? Il y a combien d'ethnies? Autant d'ethnies. Quels sont les problèmes entre les ethnies? Et puis nous reproduisons, nous leur donnons la documentation. Et alors maintenant, s'ils veulent prendre les richesses de l'Équateur, eh bien ils savent qu'ils peuvent opposer les deux tribus qui ne s'entendent pas. Et puis finalement, ils exploitent. C'est un peu comme on est en train de faire aujourd'hui, etc. Donc mon cher ami, si vous ne comprenez pas ça, si nous ne revenons pas, à l'époque il n'y avait pas de guerre. Et même s'il y avait les gens se chamaillaient, mais quand même, on se respectait, il y avait la délimitation, et puis il y a eu des interactions entre les différentes tribus. Mais cela s'est accentué effectivement lorsqu'ils sont arrivés avec leur politique sociologique de diviser pour mieux régner. C'est cela, et nous devons être en mesure de sortir des syllabistes, de sortir des livres, de sortir des cahiers, etc., avec des titres qui relèvent d'une étiquette, etc. Mais c'est normal, puisque nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Quel est donc un schéma libérateur pour l'Afrique? Le schéma libérateur, première chose, oui. Il faut changer de paradigme. Le paradigme que nous avons aujourd'hui, c'est un paradigme occidental. Ce paradigme nous pousse, ce paradigme est à rentabilité externe. C'est-à-dire, ils veulent que nos richesses soient leurs richesses, et ils prennent nos richesses à l'état brut, ils vont aller les transformer, ils vont créer de l'emploi chez eux, et ils vont nous assujettir, ils mettent en place des mécanismes qui consistent véritablement à nous assujettir. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, deuxième chose, il faut une nouvelle organisation politique qui quitte, n'est-ce pas, la démocratie occidentale. Il faut mettre fin avec cette démocratie. Combien de fois on a fait les élections, et puis on ne s'entend pas.
Il n'y a pas, je ne peux pas demander l'unanimité. Mais je suis en train de vous donner chez vous. S'il vous plaît, monsieur Norbert Yamba, c'est un peuple sans élite et si peu préparé. Je suis en train de vous donner un schéma. Oui, à assumer. Non, je voulais que vous puissiez quand même répondre à cela parce que vous avez évoqué un problème très fondamental. Vous ne voyez pas que malgré que vous nous demandez à couper avec la démocratie occidentale, tant que nos dirigeants ont du mal à se mettre d'égal avec l'Occident, vous ne voyez pas que l'influence étrangère trouvera-t-il un moyen propice pour s'exercer? Ils ne vont pas se mettre d'égal à égal parce qu'ils sont des serviteurs des Occidentaux. Maintenant, pour qu'ils puissent véritablement se mettre d'égal à égal, il faut restituer notre génie. Ce qui a fait la force de l'Occident, la sorcellerie, le mystique. Je vous ai dit que dans beaucoup d'universités occidentales aujourd'hui, ils ont la dimension spirituelle. C'est dans cette dimension. On apprend la théorie, on apprend la pratique, mais on vous initie à découvrir le monde. Moi, je vous ai dit une fois, j'étais en Indonésie. On prend un enfant, on l'amène, on l'intronise, il est capable de voir, non seulement avec deux yeux, mais 4 yeux, parce qu'il peut comprendre son environnement. Voilà, et cette initiation a existé avec nos ancêtres. En Afrique, c'est la sorcellerie. Mais c'est ça la sorcellerie. Écoutez, la franc-maçonnerie, oui, c'est la sorcellerie. La Rose-Croix, c'est la sorcellerie. Le Maïkari, c'est la sorcellerie. Mais nos compatriotes africains sont là, mais ils ne comprennent pas. Voyez, la sorcellerie, c'est la science. Le génie qui consiste à voir quelqu'un sauter, aller en France et revenir. Mais c'est de la science. Comment il est arrivé à partir et revenir? Le voyage astral. Le voyage astral. Voilà. Donc, nous devons restituer ça. Même en Occident, croyez-moi, il y a des majeurs d'hommes. Hein. Il n'y a pas que des bons. Il y a des gens qui prennent des cannibalistes. Des cannibalistes. Des anthropophages, nous les appelons aujourd'hui des africanophages, parce qu'ils cherchent à nous exterminer, etc. Donc, il faut un paradigme africain, il faut une organisation politique adaptée par rapport à la configuration de l'arrangement institutionnel de nos ancêtres, il faut, mettre en place, la rentabilité interne qui consiste naturellement à transformer nos richesses, etc. Il faut abandonner les cercles ésotériques, et la franc-maçonnerie, etc., qui sont des initiations qui nous affaiblissent, qui nous rendent de plus en plus petits. Il faut créer nos propres cercles, philosophiques, exotériques, mystiques, qui nous déterminent et qui nous aident à devenir véritablement des adultes. Il faut éviter de travailler avec les médias. Les médias sont dangereux. Les médias occidentaux sont dangereux parce qu'ils nous inculquent qu'il n'y a que leur référence, leur façon de faire qui est bon. Il faut également les ONG. Les ONG que vous voyez là sont en train de travailler. À Monkoto, dans la province de l'Équateur, ils ont dit non, nous venons soutenir pour qu'on puisse protéger le parc de Salonga. Et alors maintenant, les gens vivaient de leur gibier, les gens vivaient de leur forêt. Et on dit non, faisons quelque chose en échange. Alors, faites la culture des lapins. Aujourd'hui, les gens sont devenus des Kwachokore. Mais ils vont mourir à petit feu. Pour terminer, mais que faut-il faire aujourd'hui pour une sélection rigoureuse de nos dirigeants? Non, mais écoute, on peut se faire la sélection tant qu'on n'aura pas de panafricanistes à travers l'Afrique, ceux qui croient que l'Afrique peut être à la base des solutions aux problèmes africains, etc. Ceux qui croient que l'unité de l'Afrique peut donner des résultats, ceux qui croient que les interactions, les richesses africaines peuvent être transformées sur place et créer des richesses additionnelles, etc. Ceux qui croient qu'au niveau de l'Afrique, il faut qu'il y ait un parlement. Ceux qui croient qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, il faut qu'on crée une caisse de péréquation. Est-ce que la nouvelle vision panafricaine est-elle possible pour impulser une telle dynamique? Mais il n'y en a pas, c'est pas seulement au Congo. Hein. Beaucoup d'Africains aujourd'hui sont en train véritablement de travailler dans la perspective de construire cette dynamique. Et c'est nous qui sommes à l'écart. Yamba Yamba est en train de parler dans un désert. Mais ailleurs, ils sont en avance. Ce que je suis en train de dire là, les gens me trouvent comme si je suis en train de m'amuser. Mais quand vous arrivez au Cameroun, certes, ils ont une dictature, mais ils sont en train véritablement de consolider. Mais c'est Norbert Yamba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot pour terminer? Non, le mot pour terminer, c'est qu'il ne faut pas considérer que Yamba est antichrist, il ne faut pas considérer que Yamba est dans les loges. Les gens qui sont dans les loges ne peuvent pas dire ce que je suis en train de dire parce qu'ils craignent qu'ils vont mourir. Oh, les Blancs
trompent et qui vont mourir. Ils ne vont pas mourir d'ailleurs, mais ils ont peur. Mais nous disons ça parce que nous croyons que c'est la seule voie obligée pour véritablement reconstruire l'Afrique, redorer l'Afrique, qui a été une puissance qui est aujourd'hui affaiblie à cause d'une incarcération. Il faut donc construire notre identité culturelle, il faut restaurer notre spiritualité authentique, il faut construire notre génie propre, il faut construire notre pensée autonome, il faut rétablir notre conscience historique. C'est de cette manière-là qu'on aura un devoir de mémoire et c'est comme ça que nous allons nous préparer pour que l'Afrique soit unique, l'Afrique soit une et c'est indivisible. Et ça va nous pousser à créer les États-Unis d'Afrique qui va nous permettre d'avoir une défense commune, une sécurité commune, une économie commune et ensemble, dans une somme d'intelligence, nous allons relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, synopsis. Les bonnes choses ne dirent jamais, dit-on. On se retrouve donc le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique. Merci beaucoup, monsieur Yamba Choukuoto Konapen Ngongo Lutete pour tout ce que tu fais désormais pour le peuple noir d'Afrique. Mesdames et messieurs, vous venez donc là de suivre une leçon de civisme national africain qui vous a présenté les voies et moyens de réhabilitation de l'homme noir. Mesdames et messieurs, pour réhabiliter notre Afrique, il nous faut la placer absolument loin du référentiel extérieur. Il faut changer de logiciel si l'on veut véritablement construire le continent noir. Et donc, pour cela, la religion devient un atout majeur qui nous aidera à récupérer nos humanités classiques. Et donc, si nous parvenons à récupérer ces humanités classiques, nous saurons aussi interroger nos propres esprits sur nos capacités d'entendre. Parce qu'hier, nous étions capables de réaliser tout ce que l'homme doit réaliser pour être autonome, pour s'affirmer comme individu capable de survivre sur cette planète par ses propres moyens, par ses propres atouts. Mais aujourd'hui, l'homme noir est incapable de vivre par lui-même. Alors, en revenant naturellement sur notre passé, en examinant notre passé, en récupérant notre plan CETA culturel, en récupérant nos humanités classiques, nous serons alors en mesure de demander à nos ancêtres les techniques les meilleures qui nous ont aidés et qui nous ont permis de construire les pyramides. Ainsi, quand nous aurons réussi à nous interroger sur la religion, nous serons alors en mesure de produire la valeur de la science. Parce qu'il n'y a pas de science sans production de la science. Les Africains, depuis un certain temps, qui étudient à l'université, ne produisaient rien. Ils ne produisaient que le français. Or, la science doit avoir comme conséquence directe la production de la France, comme on le voit ailleurs, partout à travers les autres peuples du monde. Ils ont la production de leur activité scientifique. Mais les Noirs ne produisent que l'anglais et le français, et ils se disent savants pour avoir produit tout ça. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux, mes chers amis. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous serons en mesure, voulais-je dire, de nous interroger, de savoir pourquoi l'Européen produit tout ce dont il a besoin. Pourquoi l'Asiatique fait la même chose, mais l'Africain est incapable de produire quoi que ce soit. Il doit tout importer. Aujourd'hui, avec M. Yamba, nous découvrons que le problème africain, c'est véritablement un problème spirituel.
Alors, merci encore une fois de plus. Merci, M. Yamba Yamba, pour avoir donné la réponse claire et nette sur les causes, les véritables causes du chaos négro-africain. Et nous croyons que votre leçon n'est pas tombée sur les oreilles des sourds. Votre leçon vient justement de tomber sur les oreilles des intellectuels qui vous ressemblent. Hier, quand nous faisions la même chose, autant que vous, autant que ce que vous faites aujourd'hui, nous le faisions en lingala, qui pouvait nous croire? Parce que nous entretenions, nous utilisions les langues que Dieu ne connaît pas. Il paraît que Dieu ne connaît pas le Chiluba, Dieu ne connaît pas le français, Dieu plutôt ne connaît pas le lingala, Dieu ne connaît pas le swahili, Dieu ne connaît pas le kikongo. Et quand nous utilisons ces langues-là, qui pouvait nous croire? Aujourd'hui, nous sommes donc obligés de remercier nos ancêtres pour nous avoir choisi ces savants, cet enseignant de l'université. C'est au cadre de l'UDPS qui vous entretient aujourd'hui. C'est panafricaniste qui communique avec vous aujourd'hui. Et donc, hier, vous n'avez pas cru à nous, mais nous sommes très convaincus que vous allez croire du moins à ces messieurs parce qu'ils vous ressemblent. C'est un savant, un professeur d'université, un au cadre de l'UDPS, un panafricaniste de surcroît. Donc, vous allez croire du moins à lui. Merci, M. Yamba Yamba Choukou Oto Kondapene Ngongo Lutete. Merci à nos ancêtres pour nous avoir choisi cet homme. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour avoir choisi notre émission Vision panafricaine. Et le prochain numéro, c'est donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous tous. Ciao. Omi mame Jani, elle a tout kodonga dake. Papa Yamba Yamba, qu'elle est honorable. Il a beaucoup songa. Papa yemwe, wani yemwe, koile yemwe, papa yoko. Papa honorable, Yamba Yamba, on a papa choqué. Dola Wenge, Tokenyangomelo, Tokenyangomolo, Marota, papa honorable, choco. Ewoko, Papa Yamba Yamba. Eto dako to kato dako to. Tondako lo keko kime toko to kwato kolengela.